L'hiver de 1865 s'abattit sur le Lötschental comme une malédiction ancestrale. Dans cette vallée isolée du canton du Valais, nichée entre les pics alpins qui déchiraient le ciel de leurs arêtes acérées, le soleil n'était qu'un souvenir lointain. Les maisons de pierre, serrées les unes contre les autres comme des bêtes apeurées, semblaient se fondre dans la brume perpétuelle qui enveloppait ce territoire oublié de Dieu. Anna Müller se tenait devant la fenêtre givée de sa chambre, ses doigts tremblants traçant des motifs dans la condensation. À 17 ans, elle portait déjà le poids d'un mariage arrangé selon les traditions immuables de la vallée. Son époux, Johann Müller, était son cousin germain, fils du frère de son père. Cette union, comme toutes celles qui l'avaient précédée dans la vallée, était destinée à préserver la pureté du sang Müller et à maintenir les terres familiales dans la lignée. « Anna, viens donc !» La voix rauque de Johann résonna depuis la cuisine, accompagnée du crépitement du feu de bois. Elle soupira, laissant sa main retomber le long de son corps maigre. 3 mois de mariage avaient suffi à lui faire comprendre que l'amour n'avait pas sa place dans cette union dictée par la nécessité et la tradition. En descendant l'escalier de bois qui grinçait sous ses pas, Anna croisa le regard de sa belle-mère, Margaretha Müller, une femme aux traits durs, marquée par 50 années de vie dans la vallée. Margaretha était elle-même le fruit d'une union consanguine, fille d'un oncle et de sa nièce, et portait sur son visage les stigmates subtils mais reconnaissables de cette hérédité. Des yeux légèrement rapprochés, une mâchoire prognate et des mains aux doigts anormalement courts. « Le docteur Zimmermann doit passer aujourd'hui », annonça Margaretha en remuant la soupe d'orge qui mijotait dans la grande marmite de fonte. « Il faut qu'il examine les enfants du village. Le gouvernement s'inquiète de ce qu'ils appellent le crétinisme alpin. » Johann leva les yeux de son bol de soupe, ses sourcils broussailleux se fronçant. Il était un homme robuste malgré ses 25 ans, mais Anna avait remarqué certaines particularités chez lui aussi. Une tendance à la surdité de l'oreille droite, des cheveux qui blanchissaient prématurément aux tempes, et surtout cette façon qu'il avait de fixer le vide pendant de longs moments, comme si son esprit s'absentait. « Ces médecins de la ville ne comprennent rien à nos traditions », grommela-t-il en trempant son pain dans la soupe. « Nos familles vivent ici depuis des siècles. Nous savons ce qui est bon pour nous. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la suite de cette histoire troublante. » Anna s'assit à table, mais son appétit l'avait abandonnée depuis des semaines. Elle pensait aux enfants qu'elle avait vus dans le village, ces petits êtres au visage déformé et au corps rachitique. Il y avait petit Klaus, le fils des Brunner, avec son crâne disproportionnellement petit et ses yeux qui ne semblaient jamais se fixer sur rien. Ou encore Gretchen, la fille des Amann, qui à 12 ans ne parlait toujours que par monosyllabes et titubait en marchant comme si ses jambes refusaient de lui obéir. « Mère, » dit Anna en s'efforçant de garder une voix calme, « pourquoi y a-t-il tant d'enfants, différents dans notre vallée ?» Le silence qui suivit fut si lourd qu'Anna put entendre le vent siffler à travers les interstices des volets. Margaretha et Johann échangèrent un regard, et Anna y lut une connaissance partagée, un secret qu'on ne révélait qu'aux initiés. « Les montagnes protègent notre vallée », finit par répondre Margaretha, « mais elles nous isolent aussi. Nous devons préserver ce que nous avons, Anna. Le sang pur des Müller, celui des Brunner, des Amann, c'est notre héritage le plus précieux. Parfois, cet héritage exige des sacrifices. » Anna frissonna, mais ce n'était pas à cause du froid qui s'infiltrait par les fentes de la porte. Elle pensait à son ventre qui commençait à s'arrondir, au bébé qui grandissait en elle. Serait-il comme les autres enfants du village ? Porterait-il les marques de ce sang trop mélangé, de ces lignées qui se croisaient et se recroisaient depuis des générations ? Le bruit de sabots sur les pavés gelés interrompit ses pensées. Par la fenêtre, elle aperçut une calèche noire tirée par 2 chevaux qui soufflaient des nuages de vapeur dans l'air glacé. Un homme élégamment vêtu d'un manteau de laine sombre en descendit, portant une sacoche de cuir et des lunettes à monture métallique. « Le docteur Zimmermann » murmura Margaretha, et dans sa voix,
Anna perçut quelque chose qui ressemblait à de la peur. Le médecin frappa à la porte quelques minutes plus tard. Johann alla ouvrir et Anna put entendre la conversation qui s'engagea sur le seuil. « Bonjour, je suis le docteur Ernst Zimmermann, envoyé par l'administration cantonale pour étudier les cas de crétinisme dans votre région, » dit l'homme d'une voix claire et précise. « J'aimerais examiner tous les enfants de moins de 15 ans dans votre foyer. »« Nous n'avons pas d'enfants ici, » répondit Johann sèchement, « mais j'ai cru comprendre que votre épouse était enceinte. » Anna sentit tous les regards se tourner vers elle. Elle se leva lentement, sa main instinctivement posée sur son ventre arrondi. « En effet, » dit le docteur Zimmermann en entrant dans la pièce. « Puis-je vous examiner, madame? Et j'aimerais aussi poser quelques questions sur l'histoire familiale. » Margaretha se raidit. « Quelle histoire familiale ?» Le docteur sortit un carnet de sa sacoche et ajusta ses lunettes. « J'essaie de comprendre pourquoi cette vallée présente un taux si élevé d'anomalies congénitales. En particulier, j'aimerais dresser un arbre généalogique des familles principales. »« Nos affaires familiales ne regardent que nous, » intervint Johann. Mais le docteur l'ignora et s'adressa directement à Anna. « Madame Müller, pourriez-vous me dire quel était le nom de jeune fille de votre mère ?»« Müller, » répondit Anna sans réfléchir. Le docteur nota quelque chose dans son carnet. « Et celui de votre grand-mère maternelle ?»« Müller également. »« Et votre grand-mère paternelle ?» Anna hésita, comprenant soudain où menaient ces questions. « Brunner, mais elle avait épousé un Müller. »« Je vois. » Le docteur leva les yeux vers elle, et Anna y lut une compassion qui la mit mal à l'aise. « Et votre mari, il s'appelle Johann Müller, c'est bien cela? Quel est son lien de parenté avec vous ?»« C'est mon cousin, » murmura Anna. « Cousin germain. » Anna hocha la tête, sentant ses joues s'empourprer de honte, sans vraiment comprendre pourquoi. Le docteur Zimmermann ferma son carnet avec un petit claquement sec. « Je vois le problème, » dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Puis, s'adressant à Anna avec une gentillesse qui contrastait avec la dureté du sujet, « Madame, j'aimerais vous expliquer certaines choses concernant l'hérédité et les risques que présente votre grossesse. »« Sortez d'ici !» l'explosa Johann, se dressant de toute sa hauteur. « Nous n'avons pas besoin de vos théories de la ville. Nos familles prospèrent ici depuis des siècles. »« Monsieur Müller, » dit calmement le docteur, « je comprends que cela puisse vous déranger, mais les faits sont là. Cette vallée présente un taux de retard mental, de malformations physiques et de maladies héréditaires exceptionnellement élevés. La cause en est claire, la consanguinité répétée. »« Consanguinité » répéta Anna, le mot lui semblant étranger et effrayant. « Les mariages entre parents proches, ma chère dame. Quand deux personnes apparentées ont des enfants ensemble, les risques de transmission de maladies héréditaires sont considérablement augmentés. » Margaretha cracha dans le feu, faisant siffler les braises. « Balivernes, nos ancêtres nous ont enseigné que le sang pur était la force de notre peuple. Vos ancêtres ne connaissaient pas les lois de l'hérédité, » répliqua le docteur avec patience. « Permettez-moi de vous expliquer... » Mais Johann ne le laissa pas finir. Il attrapa le médecin par le bras et le poussa vers la porte. « Nos traditions valent mieux que votre science. Partez maintenant !» Le docteur Zimmermann ne résista pas. Mais avant de sortir, il glissa un petit livret dans la main d'Anna. « Lisez cela, » chuchota-t-il, « pour le bien de votre enfant. » Après le départ du médecin, un silence de plomb s'abattit sur la maisonnée. Anna serra le livret contre sa poitrine, sentant qu'il représentait quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. « Donne-moi ça !» ordonna Johann en tendant la main. « Non !» dit Anna, surprise par sa propre fermeté. « Je veux savoir. Je veux comprendre pourquoi les enfants de notre vallée sont comme ils sont. »« Mais tu ne comprends rien !» cria Johann, ses yeux injectés de sang. « Tu remets en question des siècles de tradition. Nos ancêtres ont peut-être fait des erreurs. » Anna se surprit à élever la voix. « Regarde autour de toi, Johann. Regarde Klaus. Regarde Gretchen. Est-ce que c'est cela que tu veux pour notre enfant ?» La gifle que lui assena Johann fut si violente qu'Anna tituba et faillit tomber. Le livret s'échappa de ses mains et glissa sous la table.
Plus jamais tu ne parleras ainsi dans cette maison, rugit-il. Tu es une Müller maintenant, et tu respecteras nos traditions. Anna porta la main à sa joue endolorie, les larmes aux yeux. Mais ce n'était pas la douleur physique qui la faisait pleurer. C'était la prise de conscience brutale que sa vie, comme celle de toutes les femmes de la vallée, était enchaînée par des traditions qu'elle commençait seulement à comprendre. Cette nuit-là, pendant que Johann ronflait bruyamment à côté d'elle, Anna rampa silencieusement jusqu'à la table et récupéra le livret. À la lueur tremblante d'une chandelle, elle commença à lire, et ce qu'elle découvrit la glaça jusqu'aux os. Le titre était simple: L'hérédité et ses conséquences dans les populations isolées. Mais les mots qui suivaient décrivaient avec une précision clinique les horreurs qu'elle avait vues toute sa vie sans les comprendre. Les mariages consanguins, répétés génération après génération, créaient ce que le docteur appelait une accumulation de gènes récessifs délétères. Les enfants nés de ces unions avaient de fortes chances d'hériter de tares physiques et mentales. Plus elle lisait, plus Anna comprenait que les traditions de sa famille n'étaient pas des bénédictions, mais des malédictions déguisées. Le sang pur, qu'on lui avait appris à vénérer, était en réalité un poison qui se transmettait de génération en génération, déformant les corps et détruisant les esprits. Elle posa une main protectrice sur son ventre arrondi. Dans quelques mois, son enfant naîtrait. Serait-il comme les autres, ou y avait-il encore un espoir? Le vent hurlait dehors, faisant gémir les volets. Anna frissonna et souffla la chandelle, mais le sommeil la fuyait. Dans l'obscurité, elle entendait les voix de ses ancêtres, générations de Müller qui avaient perpétué ces unions maudites. Et elle se demanda si elle aurait le courage de briser la chaîne. Dehors, dans les rues enneigées du village, d'autres femmes étaient étendues dans leurs lits, portant dans leur ventre les fruits empoisonnés de siècles de consanguinité. Et dans quelques maisons, des enfants au visage déformé dormaient d'un sommeil agité. Leurs rêves hantés par des difformités qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'ils porteraient toute leur vie. La vallée du Lötschental gardait ses secrets, mais Anna venait de découvrir le plus terrible d'entre eux, les chaînes du sang qui entravèrent son peuple depuis des générations. 3 semaines s'écoulèrent après la visite du docteur Zimmermann, et Anna ne put s'empêcher de regarder les enfants du village avec des yeux nouveaux. Chaque visage déformé, chaque démarche titubante, chaque regard vide, lui rappelait les terribles vérités qu'elle avait lues dans le livret médical, désormais cachées sous une lame de plancher dans sa chambre. Par un matin glacial de février, alors qu'elle se rendait au marché pour acheter du lait, Anna croisa Bertha Hamann qui promenait sa fille Gretchen. L'enfant de 12 ans tenait la main de sa mère d'une poigne étonnamment forte, ses yeux écarquillés fixant un point invisible au-dessus de l'horizon. Sa tête, disproportionnellement petite par rapport à son corps, oscillait légèrement de droite à gauche, dans un mouvement rythmique qui faisait frissonner Anna. « Bonjour Anna », dit Bertha avec un sourire forcé. « Comment va ta grossesse ?»« Bien, merci », répondit Anna, incapable de détacher son regard de Gretchen. L'enfant émit soudain un son guttural, un grognement qui ne ressemblait à rien de humain. « Elle a encore fait ses cauchemars la nuit dernière », expliqua Bertha en caressant les cheveux clairsemés de sa fille. Elle se réveille en criant et dessine des choses étranges sur les murs avec ses excréments. Anna déglutit péniblement. Des choses étranges, des formes, des symboles, comme si elle essayait d'écrire quelque chose, mais elle ne sait pas écrire. Bertha baissa la voix. « Mon mari pense qu'elle voit des choses que nous ne voyons pas, des choses du passé peut-être. » Gretchen tourna soudain sa tête vers Anna et ses yeux, d'un bleu si pâle qu'ils semblaient presque blancs, la fixèrent avec une intensité dérangeante. L'enfant ouvrit la bouche et prononça un mot, le seul qu'elle semblait capable de dire clairement, « Müller ». Anna recula d'un pas, le cœur battant. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?»« Elle dit ton nom de famille. Elle le répète souvent ces derniers temps. Müller, Müller, Müller. » Bertha haussa les épaules avec résignation. Le médecin de la ville dit qu'elle a l'esprit dérangé, mais moi je pense qu'elle comprend des choses que nous ne comprenons pas. En rentrant chez elle, Anna ne put s'empêcher de faire un détour par l'église du village.
Le père Bénédicte, un homme âgé, aux cheveux blancs et au visage buriné, était en train de balayer les marches de pierre. « Bonjour, mon père, » dit Anna en s'approchant. « Anna, ma chère enfant, » répondit le prêtre avec un sourire bienveillant. « Comment se porte le futur héritier Muller ?»« Père Bénédicte, » dit Anna après une hésitation, « puis-je vous poser une question délicate ?» Le vieux prêtre posa son balai et lui fit signe de s'asseoir sur les marches. « Bien sûr, mon enfant. Ces mariages, dans notre village, entre cousins, entre membres de la même famille, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ?» Le père Bénédicte demeura silencieux pendant un long moment, ses yeux perdus dans la contemplation des montagnes qui cernaient la vallée. Finalement, il soupira. « Anna, j'ai baptisé, marié et enterré 3 générations de villageois. J'ai vu naître des enfants qui ne vivraient jamais normalement. J'ai consolé des mères dont les petits ne pourraient jamais parler ni marcher. Et je me suis souvent demandé si nous n'avions pas mal interprété les volontés du Seigneur. Que voulez-vous dire? Les ancêtres de ce village sont arrivés ici il y a 2 siècles, fuyant une épidémie de peste. Ils étaient peut-être une vingtaine de familles. Pour survivre dans cette vallée isolée, ils ont dû se marier entre eux. Au début, c'était une nécessité. Mais avec le temps, c'est devenu une tradition, puis une loi non écrite. Le prêtre se leva et regarda vers le cimetière adjacent à l'église. « Viens avec moi, » dit-il. Ils marchèrent entre les tombes de pierre noire, et Anna remarqua que la plupart portaient les mêmes noms. Müller, Amann, Brunner, Zimmermann, Biner. Le père Bénédicte s'arrêta devant une section du cimetière où les pierres tombales étaient plus petites. « Sais-tu combien d'enfants sont enterrés ici, Anna ?» Anna secoua la tête, bien qu'elle eût déjà une idée de la réponse. Plus de la moitié. Certains sont morts à la naissance. D'autres n'ont pas vécu au-delà de leurs 5 ans. Beaucoup présentèrent des malformations si graves qu'ils ne pouvaient pas survivre. Il s'arrêta devant une petite tombe sur laquelle était gravée Maria Müller, 1863, partie trop tôt vers les anges. Ta belle-sœur. La première femme de Johann. Elle a donné naissance à un enfant qui n'a vécu que quelques heures. L'enfant. Le prêtre s'interrompit, comme s'il peinait à trouver les mots. L'enfant n'avait pas de visage reconnaissable. Juste une masse de chair là où auraient dû se trouver les traits. Anna porta une main à sa bouche pour réprimer un haut-le-cœur. « Johann ne t'a jamais parlé de son premier mariage ?»« Non, » chuchota Anna. « Il m'a dit qu'il était veuf, mais jamais. Maria était sa cousine également, plus proche encore que toi. Elle était la fille de sa tante. Après cette tragédie, les anciens du village ont décidé qu'il fallait chercher une épouse un peu moins proche. C'est ainsi qu'on a pensé à toi. Dites-nous en commentaire de quelle ville ou région vous nous suivez et si de telles traditions existent encore dans votre région. » Anna sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'assit sur une pierre tombale, la tête entre les mains. « Père, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait à mon enfant? » « Ne te désespère pas, Anna, » dit doucement le prêtre, en posant une main paternelle sur son épaule. « D'où les enfants ne naissent pas avec des problèmes. Certains sont normaux, mais... » Il hésita. « Mais le risque est réel. Et plus les générations se succèdent, plus il grandit. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Le père Bénédicte regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient seuls. Puis il se pencha vers Anna et baissa la voix. « Il y a une femme dans la vallée suivante. Gudrun la sage. Elle connaît des méthodes, des herbes. Certaines peuvent aider les femmes enceintes à interrompre leur grossesse. » « Mon père !» Anna était choquée d'entendre de telles paroles dans la bouche d'un prêtre. « Je ne te conseille rien, Anna. Je te donne seulement une information. La décision t'appartient. Mais si tu choisis de continuer ta grossesse, sache que tu peux aussi consulter cette femme pour des remèdes qui pourraient atténuer les risques pour l'enfant. » Anna quitta l'église, l'esprit en ébullition. En rentrant chez elle, elle trouva la maison pleine d'invités. Johann avait invité ses frères et cousins pour discuter des affaires de la famille. Ils étaient tous là, assis autour de la grande table de bois, leurs visages marqués par les stigmates subtils, mais reconnaissables de la consanguinité.
Il y avait Heinrich Müller, le frère aîné de Johann, avec sa mâchoire prognate et ses yeux légèrement asymétriques. Friedrich, le plus jeune, portait sur son cou un goitre proéminent, ce qu'on appelait localement le collier du valet. Et puis Klaus, Otto et Wilhelm, tous cousins de Johann, tous portant dans leurs traits physiques les marques de siècles d'union consanguine. « Anna !» s'exclama Johann en la voyant entrer. « Viens donc te joindre à nous. Nous parlons de l'avenir de notre lignée. » Elle s'assit en silence, observant ces hommes qui décidaient du sort des femmes et des enfants comme s'ils étaient du bétail. « Le problème, disait Heinrich, c'est que les jeunes femmes commencent à écouter ces médecins de la ville. Elles remettent en question nos traditions. Il faut les remettre à leur place, gronda Friedrich. Une femme qui ne respecte pas les traditions de sa famille mérite d'être corrigée. Les regards se tournèrent vers Anna, et elle comprit qu'il parlait d'elle. Johann avait dû leur raconter sa réaction face au docteur Zimmermann. Anna comprend maintenant l'importance de nos coutumes, dit Johann d'un ton qui ne souffrait pas de contradiction. N'est-ce pas, ma chère épouse? Anna hocha la tête, mais à l'intérieur d'elle-même, quelque chose se révoltait. Ces hommes, avec leur corps déformés par des générations de mariages consanguins, prétendaient décider de son avenir et de celui de son enfant. Il faut aussi penser aux générations futures, continua Heinrich. Nos fils devront épouser nos filles, nos cousines. C'est ainsi que nous préserverons la pureté de notre sang et l'intégrité de nos terres. Et si les enfants naissent déficients? Demanda Anna, incapable de se retenir plus longtemps. Un silence glacial s'abattit sur la table. Les hommes la fixaient comme si elle avait proféré un blasphème. « Déficients ?» répéta Heinrich, sa voix chargée de menaces. « Nos enfants ne sont pas déficients, Anna. Ils sont différents. Ils portent en eux la sagesse ancestrale de la vallée. Mais Klaus, le fils des Brunner, il ne peut même pas parler. Klaus voit des choses que nous ne voyons pas. » explosa Friedrich. « Il communique avec les esprits de nos ancêtres. C'est un don, pas une malédiction. » Anna regarda autour d'elle ces visages convaincus, ces hommes qui avaient transformé les stigmates de la consanguinité en marque de noblesse spirituelle. Elle comprit alors qu'elle était seule, complètement seule dans cette vallée de fous. Ce soir-là, après le départ des invités, Johann la rejoignit dans leur chambre. Il s'allongea à côté d'elle, sans un mot. Mais Anna sentait sa colère irradier dans l'obscurité. « Tu m'as fait honte aujourd'hui, » dit-il finalement. « Je posais seulement des questions. Des questions qui remettent en cause tout ce que nous sommes. » Il se tourna vers elle, et dans la pénombre, Anna put voir briller ses yeux. « Tu portes un enfant Müller, Anna, un héritier de notre lignée. Et cet enfant sera élevé selon nos traditions, qu'il soit différent ou non. Et s'il naît comme Klaus, ou comme Gretchen ?» Johann la saisit brutalement par les épaules. « Alors il sera aimé et respecté comme tous les enfants bénis de la vallée. Et si j'entends encore une seule fois ces idées blasphématoires sortir de ta bouche, je te renverrai chez tes parents avec le déshonneur. » Anna ne répondit pas, mais dans son esprit, une résolution était en train de naître. Elle pensait à Gudrun la sage, à ses herbes et à ses potions. Elle pensait à l'enfant qui grandissait dans son ventre et à la terrible responsabilité qu'elle portait, briser les chaînes de la malédiction familiale ou les perpétuer pour une génération de plus. Dehors, le vent hurlait à travers les rues du village, portant avec lui les gémissements des enfants déformés qui hantaient les maisons de pierre. Et quelque part dans cette cacophonie, Anna crut entendre la voix de Gretchen qui répétait inlassablement « Müller, Müller, Müller », comme si ce nom était à la fois une promesse et une malédiction, un héritage et une condamnation. Le mois de mars apporta un redoux inattendu dans la vallée du Lötschental. La neige commença à fondre, révélant sous son manteau blanc des secrets que l'hiver avait dissimulés. C'est pendant cette période de transition qu'Anna décida de partir à la recherche de Gudrun la sage. Elle prétexta une visite à sa cousine dans le village voisin et quitta la maison à l'aube alors que Johann dormait encore. Le chemin qui menait hors de la vallée était traître, rendu glissant par la fonte des neiges, mais Anna était déterminée.
Son ventre, maintenant bien arrondi, rendait la marche difficile, mais elle serrait les dents et continuait. Après 3 heures de marche, elle atteignit enfin la cahute isolée où vivait Gudrun. C'était une petite construction de bois et de pierre, à demi cachée par des sapins centenaires. De la fumée s'échappait de la cheminée et des herbes séchées étaient suspendues sous l'avant-toit. Gudrun était une femme d'âge indéterminable, avec des cheveux gris tressés et des yeux d'un vert perçant. Elle accueillit Anna comme si elle l'attendait. « Tu es la jeune Müller », dit-elle sans préambule. « Celle qui pose trop de questions. Comment savez-vous » Gudrun sourit, révélant des dents jaunies mais encore solides. « Les nouvelles voyagent vite dans les vallées. Et puis, j'ai connu ta grand-mère. Elle aussi était venue me voir, quand elle portait ton père. » Anna entra dans la cahute, frappée par l'odeur forte des herbes médicinales et de quelque chose d'autre qu'elle ne put identifier. Les murs étaient couverts de bocaux contenant des substances mystérieuses et des bouquets d'herbes séchées pendaient du plafond. « Ma grand-mère était venue vous voir. Martha Müller, oui, elle était enceinte de ton père et craignait que l'enfant ne soit marqué. Elle m'avait demandé des herbes pour interrompre sa grossesse. » Anna sentit son cœur se serrer. « Et vous les lui avez donnés ?»« Non. » Gudrun s'assit sur un tabouret de bois et fit signe à Anna de s'installer sur l'unique chaise. « Parce qu'elle m'a révélé un secret que je ne pourrai jamais oublier, un secret sur les familles du Lötschental. » « Quel secret ?» Gudrun se leva et alla chercher une bouteille de verre sombre sur une étagère. Elle en versa le contenu dans 2 gobelets et en tendit un à Anna. « Bois, cela t'aidera à entendre ce que j'ai à te dire. » Anna goûta le liquide. C'était amer, avec un arrière-goût de terre et de racines. « Qu'est-ce que ma grand-mère vous a dit ?» Gudrun s'assit en face d'elle, ses yeux verts fixant Anna avec une intensité troublante. « Elle m'a dit la vérité sur l'origine des mariages consanguins dans votre vallée. Ce n'était pas seulement pour préserver les terres ou maintenir la pureté du sang. C'était pour cacher quelque chose de bien plus terrible. » « Cacher quoi ?» Ta grand-mère avait découvert des documents, Anna. Des lettres, des registres cachés dans le grenier de la maison familiale. Elle avait appris que les premiers Müller arrivés dans la vallée n'étaient pas des réfugiés fuyant la peste. Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qui étaient-ils alors? Des criminels, des meurtriers et des violeurs fuyant la justice. Le patriarche de ta famille, Heinrich Müller, avait tué sa propre sœur dans un accès de rage, après l'avoir violée. Il s'était enfui avec ses complices, les ancêtres des Hamann, des Brunner, des Biner, et ils avaient trouvé refuge dans cette vallée isolée. Le gobelet glissa des mains d'Anna et se brisa sur le sol de terre battue. « C'est impossible. Ils avaient emmené avec eux quelques femmes, certaines consentantes, d'autres kidnappées, mais le groupe était petit et au fil des années, ils ont été contraints de se marier entre eux pour survivre. Mais voici le plus terrible. Ils savaient que ces unions produiraient des enfants déformés. Comment pouvaient-ils le savoir? Gudrun se leva et alla chercher un vieux coffre de bois dans un coin de la cahute. Elle en sortit un paquet de lettres jaunies par le temps, liées par un ruban décoloré. Parce qu'ils avaient déjà vu les conséquences de leur crime, Heinrich Müller avait eu des enfants avec sa propre sœur avant de la tuer. Ces enfants étaient monstrueux, des créatures à peine humaines. Mais au lieu d'y voir une punition divine, Heinrich y avait vu un signe. Anna se sentait de plus en plus mal. Un signe de quoi? Il croyait que ces enfants déformés étaient des êtres supérieurs, des créatures qui appartenaient à un monde différent du nôtre. Il pensait qu'en perpétuant ces unions consanguines, sa famille finirait par donner naissance à des êtres d'une nature différente. Gudrun déplia une des lettres et la montra à Anna. L'écriture était ancienne, difficile à déchiffrer, mais Anna put distinguer quelques mots. Les enfants marqués sont nos messagers vers l'autre monde. Leur difformité est la preuve qu'ils appartiennent aux anciens pouvoirs. Heinrich Müller était fou, continua Gudrun. Il croyait aux anciens cultes, aux divinités primordiales qui régnaient avant l'arrivée du christianisme dans les Alpes. Il pensait que ces descendants déformés étaient des offrandes vivantes à ces entités, des ponts entre notre monde et le leur. Anna se leva brusquement, prise de nausée.
Vous mentez. Ces histoires sont des inventions. Et ta grand-mère a réagi de la même façon, dit calmement Gudrun, jusqu'à ce qu'elle découvre le journal personnel d'Heinrich. Elle sortit un autre document du coffre, un carnet de cuir noirci par l'âge. « Lisse par toi-même ». D'une main tremblante, Anna ouvrit le carnet. Les premières pages décrivaient le voyage vers la vallée, mais plus elle avançait dans la lecture, plus les mots devenaient troublants. Heinrich décrivait avec une précision glaçante les malformations de ses enfants incestueux, mais au lieu d'horreur, ces mots trahissaient une fascination morbide. Le petit Johann, son arrière-arrière-grand-père, réalisa Anna avec épouvante, est né ce matin avec 6 doigts à chaque main et un œil au milieu du front. Margaretha pleure, mais elle ne comprend pas la bénédiction qui nous est accordée. Cet enfant voit des choses que nous ne pouvons voir. Il gémit la nuit en pointant vers la montagne, comme s'il appelait quelque chose. Anna referma brutalement le carnet. « Je ne veux plus rien entendre. Il faut que tu saches, Anna, insista Gudrun. Les traditions de ta famille ne sont pas des coutumes innocentes. Elles perpétuent un culte démoniaque. Chaque enfant déformé né dans ta vallée est une offrande à des forces que tes ancêtres ont réveillées. Taisez-vous. » Mais Gudrun continua impitoyablement. « Et maintenant, tu comprends pourquoi ta grand-mère est venue me voir. Elle avait découvert la vérité et elle refusait de donner naissance à un autre messager. Mais quand elle a appris qu'elle portait une fille, ta mère, elle a changé d'avis. Pourquoi? Parce qu'elle espérait que les filles échapperaient à la malédiction, que seuls les garçons porteraient les stigmates du culte ancestral. Elle se trompait, bien sûr. La malédiction touche tous les enfants, filles et garçons. Mais certains restent apparemment normaux, comme ta mère, comme toi. Vous êtes les porteuses saines, celles qui transmettent le poison sans en souffrir directement. » Anna porta les mains à son ventre. « Mon enfant. Ton enfant a une chance sur 4 d'être normal, une chance sur 4 d'être gravement déformé et une chance sur 2 d'être porteur comme toi. Mais il y a autre chose, Anna. Quelque chose que même ta grand-mère ne savait pas. » Quoi encore? Gudrun sortit du coffre un dernier document, une carte ancienne de la vallée. « J'ai passé ma vie à étudier les traditions occultes des Alpes. Cette vallée n'a pas été choisie au hasard par tes ancêtres. C'est un lieu de pouvoir, Anna, un endroit où le voile entre les mondes est mince. » Sur la carte, Anna put voir des symboles étranges gravés à certains endroits de la vallée. Des symboles qui ressemblaient étrangement à ceux que Gretchen dessinait sur les murs avec ses excréments. Les enfants déformés de ta vallée ne sont pas seulement les victimes de la consanguinité. Ils sont connectés à quelque chose. Ils reçoivent des messages, des visions. C'est pourquoi ils dessinent ces symboles. C'est pourquoi ils émettent ces sons étranges. Ils essaient de communiquer avec les entités que tes ancêtres ont invoquées. Anna se dirigea vers la porte en titubant. « Je dois partir, je dois... » « Attends !» Gudrun la rattrapa par le bras. « Je peux t'aider, j'ai des herbes qui peuvent nettoyer ton ventre, libérer ton enfant de cette malédiction avant sa naissance. Vous voulez que je tue mon bébé? Je veux que tu brises la chaîne, » s'écria Gudrun. « Chaque enfant qui naît dans ta vallée nourrit le culte. Chaque naissance consanguine renforce les liens avec ces entités démoniaques. Si tu mets au monde cet enfant, surtout s'il naît déformé, tu contribues à perpétuer l'œuvre de tes ancêtres maudits. » Anna arracha son bras de l'étreinte de la vieille femme et se précipita dehors. Elle courut aussi vite que le lui permettait son état, fuyant ces révélations qui bouleversaient tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille et son héritage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les mystères sombres, car cette histoire ne fait que commencer à révéler ses secrets les plus terrifiants. Mais en rentrant vers la vallée, Anna ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Gudrun. Elle pensait à Gretchen et à ses dessins mystérieux, à Klaus et à ses regards perdus vers des horizons invisibles, à tous ces enfants qui semblaient habités par quelque chose d'étranger à ce monde. Et surtout, elle pensait au mouvement qu'elle sentait dans son ventre, à cet enfant qui grandissait en elle et qui portait peut-être en lui le sang maudit de 6 générations de culte démoniaque. Quand elle atteignit enfin sa maison,
Le soleil se couchait derrière les montagnes, projetant de longues ombres noires sur la vallée. Johann l'attendait sur le seuil, le visage sombre. « Où étais-tu » demanda-t-il d'une voix glaciale. « J'étais allé voir ma cousine. »« Menteur !» Il la saisit brutalement par le poignet. « Tu es allé voir la sorcière. Les villageois t'ont vu prendre le chemin de la montagne. » Anna ne nia pas. Dans ses yeux, Johann put lire une détermination nouvelle, quelque chose qui le mit mal à l'aise. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit » demanda-t-il, sa voix trahissant soudain une inquiétude qu'il s'efforçait de dissimuler. « La vérité » répondit simplement Anna. « Elle m'a dit la vérité sur notre famille, sur nos ancêtres, sur ce que nous sommes vraiment. » Johann pâlit. « Elle t'a menti. Tout ce qu'elle dit sont des mensonges de sorcière. » « Non, Johann !» Anna se dégagea de son étreinte et le regarda droit dans les yeux. « Tu le sais aussi, n'est-ce pas? Vous le savez tous. C'est pour cela que vous tenez tant à ces mariages consanguins, pas pour préserver les terres ou le sang pur, mais pour maintenir vivant le culte de vos ancêtres. » Le visage de Johann se décomposa. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Anna y vit de la peur, une peur profonde, viscérale. « Anna, tu ne comprends pas. Si nous arrêtons, si nous brisons la tradition. »« Quoi? Qu'est-ce qui se passera ?» Johann regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu par des oreilles invisibles. Puis il saisit Anna par les épaules et l'attira vers lui. « Ils nous puniront, » chuchota-t-il. « Les anciens pouvoirs. Si nous rompons le pacte, ils détruiront la vallée entière. Tous ceux qui portent le sang maudit mourront dans d'atroces souffrances. » « Qui sont-ils, Johann ?» Mais avant qu'il puisse répondre, un cri perçant déchira l'air nocturne. Puis un autre, et encore un autre. Dans tout le village, des voix s'élevaient, les voix des enfants déformés qui hurlaient à l'unisson, comme s'ils répondaient à un appel que seuls eux pouvaient entendre. Anna et Johann se précipitèrent dehors et virent un spectacle qui les glaça d'épouvante. Tous les enfants marqués du village, Klaus, Gretchen, les jumeaux binaires avec leurs têtes soudées, la petite Marie Amann avec ses membres atrophiés, sortaient de leur maison et convergeaient vers le centre du village. Ils marchaient d'une démarche saccadée mais déterminée, leurs yeux révulsés, leurs bouches ouvertes émettant des sons qui n'avaient rien d'humain. Et sur leurs visages, malgré leur difformité, brillait une expression d'extase terrifiante. « C'est impossible !» balbutia Johann. Cela ne s'était jamais produit avant. Mais Anna comprenait. En révélant les secrets du culte ancestral, Gudrun avait déclenché quelque chose. Les entités que vénéraient les premiers Müller sentaient que leur emprise sur la vallée était menacée. Et elles rappelaient leurs messagers. La nuit qui suivit la procession des enfants marqués fut la plus longue de la vie d'Anna. Recroquevillée dans son lit à côté de Johann, qui feignait de dormir, elle écoutait les bruits étranges qui montaient du village. Des grattements contre les murs, des gémissements qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois, et surtout ces voix d'enfants qui psalmodiaient dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Au petit matin, Margareta frappa à la porte de leur chambre, le visage livide. « Il faut que vous veniez voir », dit-elle d'une voix blanche. Ils s'habillèrent rapidement et suivirent la vieille femme dehors. Ce qu'ils découvrirent les figea d'horreur. Sur la place du village, là où s'étaient rassemblés les enfants déformés la veille, le sol de pierre était couvert de symboles gravés. Pas dessinés, gravés, comme si des mains d'enfants avaient pu entailler la pierre avec leurs ongles. Les symboles formaient un cercle parfait autour du puits central. Et au centre de ce cercle gisait quelque chose qui fit reculer Anna d'épouvante. C'était Klaus, le fils des Brunner, mais il était différent. Son corps avait grandi pendant la nuit, s'étirant de manière impossible. Ses membres étaient maintenant disproportionnellement longs, et sa peau avait pris une teinte grisâtre. Mais le plus terrifiant était son visage. Ses yeux s'étaient ouverts, tous les trois, car un troisième œil était apparu au milieu de son front, exactement comme l'avait décrit le journal d'Heinrich Müller. « Il est vivant », chuchota Margareta. « Il respire, mais
En effet, la poitrine de Klaus se soulevait et s'abaissait régulièrement, mais aucun souffle ne sortait de sa bouche, et ses 3 yeux fixaient le ciel avec une intensité qui donnait l'impression qu'il voyait quelque chose d'invisible pour les autres. D'autres villageois commencèrent à arriver sur la place. Heinrich Müller, les frères Zaman, la famille Biner, au grand complet. Tous regardaient Klaus avec un mélange de fascination et de terreur. « C'est un signe », dit Heinrich d'une voix tremblante. « Les anciens pouvoirs se manifestent. »« Un signe de quoi ?» demanda Anna, bien qu'elle redoutât la réponse. « De leur réveil » répondit une voix derrière eux. Ils se retournèrent et virent le père Bénédicte qui s'approchait, mais le prêtre qu'ils connaissaient avait disparu. À sa place se tenait un vieil homme aux yeux hagards, qui serrait contre sa poitrine un livre aux pages noircies. « Mon père ?» dit Anna, inquiète. « J'ai menti, Anna, » dit le prêtre d'une voix brisée. « J'ai menti à tous. Je ne suis pas venu dans cette vallée par hasard. J'ai été envoyé par l'Église pour surveiller, pour contenir. » Il ouvrit le livre qu'il tenait, et Anna put voir que les pages étaient couvertes d'une écriture serrée, en latin mélangé à d'autres langues qu'elle ne reconnaissait pas. L'Église sait depuis des siècles qu'il existe des lieux maudits dans les montagnes, des endroits où les anciens cultes païens ont laissé des cicatrices dans la réalité. Cette vallée en est un, et les familles qui l'habitent ne sont pas seulement les victimes de leur propre tradition. Elles sont les gardiens involontaires de quelque chose qui ne devrait pas exister. Klaus émit soudain un son, pas un gémissement humain, mais quelque chose qui ressemblait au grincement de 2 pierres frottées l'une contre l'autre. Et dans ce son, Anna crut entendre des mots dans cette langue inconnue que les enfants avaient psalmodié pendant la nuit. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda-t-elle. Le père Bénédicte pâlit encore davantage. Il dit « Elle arrive. La mère des déformés arrive. » Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Puis, lentement, d'autres enfants marqués commencèrent à apparaître sur la place. Gretchen sortit de derrière l'église, ses mouvements maintenant fluides et coordonnés malgré son handicap habituel. Les jumeaux binaires descendirent de leur maison, leurs têtes soudées oscillant à l'unisson. Marie Amann rampa hors d'une ruelle, ses membres atrophiés la portant avec une agilité surnaturelle. Tous convergeaient vers Klaus, et quand ils l'atteignirent, ils s'agenouillèrent autour de lui et commencèrent à psalmodier de nouveau. Mais cette fois, Anna comprenait instinctivement le sens de leurs paroles. Ils appelaient quelque chose de très ancien et de très puissant, quelque chose qui venait. « Il faut partir », dit soudain Johann, saisissant Anna par le bras. « Il faut partir maintenant. »« Partir ?» répéta Heinrich. « Nous ne pouvons pas partir. Cette vallée est notre héritage. » « Notre héritage ?» Johann se tourna vers son frère aîné, et dans ses yeux, Anna vit une lucidité nouvelle et terrifiante. « Notre héritage est une malédiction, Heinrich. Nos ancêtres ont fait un pacte avec des démons, et maintenant ils viennent réclamer leur dû. »« Mais tu blasphèmes !»« Non !» Johann montra les enfants agenouillés autour de Klaus. « Regarde-les, regarde ce qu'ils sont devenus. Ce ne sont plus nos enfants, ce sont les serviteurs de quelque chose d'abominable. » Anna sentit soudain un mouvement violent dans son ventre. Son enfant à naître donnait des coups, comme s'il réagissait aux paroles de son père. Elle porta les mains à son abdomen et sentit quelque chose qui la glaça. Sous sa peau, elle pouvait distinguer la forme de petites mains, mais avec trop de doigts. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle. Johann vit son expression et comprit immédiatement. « Anna, l'enfant, il bouge de façon étrange. » Le père Bénédicte s'approcha d'eux, son livre toujours serré contre sa poitrine. « Anna, il faut que tu partes d'ici, immédiatement. Ton enfant, s'il naît dans cette vallée sous l'influence de ce qui se réveille... » « Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il ne sera plus humain. Pas entièrement. Les entités qui répondent à l'appel des enfants marqués cherchent un nouveau vaisseau, un corps parfait pour s'incarner dans notre monde. Et ton enfant, avec le sang concentré de 6 générations de consanguinité, il n'eut pas besoin de finir. Anna comprit que son bébé était destiné à devenir l'incarnation terrestre de la mère des déformés.
dont parlait Klaus. Soudain, un grondement sourd monta des entrailles de la terre. Les maisons tremblèrent et des fissures apparurent sur les murs de pierre. Mais le plus terrifiant était ce qui se passait avec Klaus. Son corps continuait à grandir, à se transformer. Ses os se déformaient sous sa peau avec des craquements audibles, et de ses 3 yeux coulaient maintenant des larmes de sang. « Le portail s'ouvre », dit le père Bénédicte d'une voix blanche. « Elle vient. » Edna regarda autour d'elle et vit que tous les villageois adultes semblaient hypnotisés par la transformation de Klaus. Leurs yeux brillaient d'une ferveur religieuse malsaine, comme s'ils assistaient à l'accomplissement de leurs prières les plus secrètes. Seuls Johan et elle semblaient encore conscients de l'horreur de la situation. « Nous devons partir », répéta Johan. « Maintenant !» Mais au moment où ils se tournaient pour s'enfuir, Gretchen leva la tête vers eux. Ses yeux pâles fixèrent Anna avec une intensité terrible, et elle ouvrit la bouche. Pour la première fois de sa vie, elle prononça une phrase complète et parfaitement articulée. « Tu ne peux pas partir, Anna Müller. L'enfant nous appartient, il nous a toujours appartenu. » Puis, d'une voix qui n'était plus celle d'une fillarde de 12 ans, mais celle d'une entité très ancienne et très puissante, elle ajouta « Bienvenue dans ton véritable héritage. Bienvenue dans la famille des élus. » Les autres enfants marqués levèrent leurs têtes déformées vers Anna et à l'unisson ils répétèrent « Bienvenue, mère. Bienvenue dans ton royaume. » Anna sentit quelque chose se briser en elle. Non seulement sa conception du monde et de sa famille, mais quelque chose de plus fondamental, sa propre humanité. Car, en regardant ses enfants qui l'appelaient « mère » avec leur voix d'outre-tombe, elle comprit qu'elle n'avait jamais eu le choix. Elle était née pour cela, élevée pour cela, mariée pour cela. Elle était la mère désignée de la prochaine génération de monstres. Et l'enfant qui grandissait dans son ventre n'était pas seulement le produit de la consanguinité, c'était l'avatar d'une entité qui attendait depuis des siècles l'occasion de naître dans le monde des humains. Johan la saisit par la main et l'entraîna vers la sortie du village, mais Anna savait qu'il était déjà trop tard. Où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, l'enfant naîtrait, et avec lui naîtrait quelque chose qui transformerait à jamais la face du monde. Derrière eux, Klaus achevait sa métamorphose. Son corps mesurait maintenant près de 3 mètres, et de sa peau grisâtre émergeaient des excroissances qui ressemblaient à des tentacules primitifs. Mais ses 3 yeux étaient toujours fixés sur Anna qui s'enfuyait, et dans ses yeux brillait une intelligence ancienne et malveillante qui semblait dire « Tu peux courir, petite mère, mais tu nous reviendras, ils reviennent toujours. » Anna et Johan coururent dans les rues pavées du village pendant ce qui leur sembla une éternité, mais à chaque tournant, ils découvraient de nouveaux obstacles. Les maisons semblaient s'être déplacées, formant un labyrinthe de pierres qui les ramenait toujours vers la place centrale où Klaus achevait sa transformation monstrueuse. « C'est impossible !» halta Johan, en s'arrêtant devant ce qui aurait dû être la sortie du village, mais qui s'avérait être un mur de pierre lisse, comme si la vallée elle-même s'était refermée pour les emprisonner. Anna s'effondra contre le mur, la main pressée sur son ventre. L'enfant bougeait maintenant de façon frénétique, et elle pouvait sentir sous sa peau des formes qui n'avaient rien d'humain. Des appendices surnuméraires, des membres qui se divisaient et se multipliaient, comme si le fœtus se métamorphosait en temps réel. « Johan, dit-elle d'une voix brisée, je crois que c'est trop tard. »« Non, non !» Il s'agenouilla à côté d'elle et prit son visage entre ses mains. « Il doit y avoir un moyen. Le père Bénédicte, il doit savoir comment. » Un rire cristallin interrompit ses paroles. Ils levèrent les yeux et virent Gretchen qui s'approchait d'eux d'une démarche maintenant parfaitement assurée. Ses yeux pâles brillaient d'une intelligence malveillante, et sur ses lèvres flottait un sourire qui n'appartenait pas à une enfant de 12 ans. « Pauvre Johan !» dit-elle de sa nouvelle voix adulte et railleuse. « Tu commences seulement à comprendre, n'est-ce pas? Tu pensais vraiment que tes ancêtres avaient choisi cette vallée par hasard? Que c'était une simple coïncidence si tous les enfants Müller naissaient marqués? Laisse-nous partir !» cria Johan, en se dressant devant Anna dans un geste protecteur. « Partir ?» Gretchen inclina la tête avec une curiosité feinte. «
Mais pourquoi voudriez-vous partir? Vous êtes sur le point d'assister à la naissance d'une nouvelle ère. Elle tendit une main déformée vers le ventre d'Anna. L'enfant que porte ta femme n'est pas un simple produit de la consanguinité, Johan. C'est le réceptacle que nous avons façonné pendant 6 générations. Chaque mariage entre cousins, chaque naissance déformée, chaque enfant marqué n'était qu'une étape vers ce moment. Anna sentit une douleur fulgurante lui transpercer le ventre. Ce n'était pas encore l'heure de l'accouchement, mais quelque chose se passait à l'intérieur d'elle, quelque chose d'irréversible. Le processus a commencé, annonça Gretchen avec satisfaction. Notre mère va enfin pouvoir quitter les limbes où elle attend depuis si longtemps. Quelle mère? Demanda Anna entre 2 spasmes de douleur. Celle qui régnait sur ces montagnes avant l'arrivée des hommes, celle que vos ancêtres ont invoquée dans leur folie criminelle, celle qui leur a promis protection et pouvoir en échange d'un prix très particulier. D'autres enfants marqués apparurent dans la ruelle, formant un cercle autour d'Anna et Johan. Klaus était parmi eux, maintenant entièrement transformé en quelque chose qui tenait plus du cauchemar que de l'être humain. Ses 3 mètres de hauteur le faisaient dominer les autres, et ses tentacules primitifs ondulaient dans l'air comme s'ils goûtaient des parfums invisibles. Nos ancêtres ont fait un pacte, poursuivit Gretchen. Ils offriraient leur descendance à la mère, et en retour, elle les protégerait. Mais le pacte n'était pas complet. Il fallait un réceptacle parfait, un enfant né avec assez de sang consanguin pour que les barrières entre les mondes soient suffisamment fines. Anna comprit soudain l'horrible vérité. Vous nous avez manipulés depuis le début. Oh, pas nous, sourit Gretchen. Nous ne sommes que les serviteurs, les messagers. C'est elle qui a guidé vos familles, génération après génération. Elle qui a inspiré à vos ancêtres l'idée que les mariages consanguins étaient une tradition noble. Elle qui a fait en sorte que chaque union produise des enfants de plus en plus réceptifs à son influence. La douleur dans le ventre d'Anna s'intensifia, et elle sentit quelque chose de chaud couler entre ses jambes. Mais ce n'était pas du sang ordinaire, c'était quelque chose de plus sombre, de plus épais, qui semblait bouger de sa propre volonté. Le liquide amniotique de l'incarnation, murmura Klaus de sa voix de pierre qui se frotte. Elle vient. Johan regarda autour de lui avec désespoir. Ils étaient cernés par les créatures qui avaient autrefois été des enfants du village. Et Anna était en train d'accoucher de quelque chose qui n'était pas entièrement humain. « Il doit y avoir un moyen !» cria-t-il. « Le père Bénédicte, où est-il ?»« Ici !» dit une voix faible derrière eux. Ils se retournèrent et virent le prêtre qui titubait vers eux, son livre serré contre sa poitrine. Mais il était différent. Ses cheveux avaient blanchi entièrement, et ses yeux étaient injectés de sang. « J'ai essayé, » dit-il d'une voix brisée. « J'ai essayé de contenir l'influence de cette entité pendant 15 ans, mais je n'étais qu'un homme. Et elle est quelque chose de bien plus ancien et puissant que tout ce que l'Église peut concevoir. Vous pouvez encore faire quelque chose ?» supplia Johan. Le père Bénédicte secoua la tête. « Non, le processus est irréversible. Mais... » il regarda Anna avec compassion. « Je peux peut-être limiter les dégâts. » Il ouvrit son livre et commença à réciter une incantation en latin. Mais les mots qu'il prononçait n'appartenaient à aucune prière chrétienne qu'Anna eût jamais entendue. C'étaient des formules plus anciennes, des invocations qui semblaient de faire trembler l'air lui-même. Les enfants marqués reculèrent légèrement et Gretchen siffla comme un serpent. « Tu ne peux rien contre nous, prêtre !» cracha-t-elle. « Notre mère est plus ancienne que ton Dieu. »« Je le sais, » répondit calmement Bénédicte, « mais je peux peut-être donner à Anna un choix que vos ancêtres n'ont jamais eu. » Il sortit de sa soutane un petit poignard à la lame noircie et le tendit à Anna. « Il y a une façon d'arrêter tout cela, mais elle exige le sacrifice ultime. » Anna regarda l'arme, comprenant immédiatement ce qu'il lui proposait. « Vous voulez que tu te sacrifies, oui, toi et l'enfant. C'est la seule façon de briser le pacte. Si le réceptacle préparé est détruit, l'entité ne pourra pas s'incarner dans ce monde. Du moins, pas avant plusieurs générations. »« Non !»
Johan lui arracha le poignard des mains. Il doit y avoir une autre solution. Mais Anna savait qu'il n'y en avait pas. Elle sentait la présence alien qui grandissait en elle, cette chose qui utilisait son corps comme pont entre les mondes. Chaque seconde qui passait, elle devenait moins humaine, plus réceptive à l'influence de la mère des déformés. Une nouvelle contraction la plia en deux, et cette fois, elle sentit quelque chose bouger dans son ventre, quelque chose qui avait plus de membres qu'un bébé humain ne devrait en avoir. « Johan, dit-elle d'une voix ferme malgré la douleur, donne-moi le poignard. »« Anna, non. Si tu m'aimes vraiment, donne-le-moi. » Les larmes aux yeux, Johan lui tendit l'arme. Anna la saisit d'une main tremblante et la leva vers sa poitrine. Mais au moment où elle allait frapper, Gretchen éclata de rire. « Pauvre petite idiote, tu crois vraiment que c'est si simple ?» Anna hésita, le poignard à quelques centimètres de son cœur. « Le pacte ne peut pas être brisé par un simple suicide, » continua Gretchen avec un plaisir sadique. « Il a été scellé dans le sang de 6 générations. Ta mort ne ferait que retarder l'inéluctable. »« Elle ment !» cria le père Bénédicte. « Frappe, Anna !» Mais Gretchen secoua la tête. « Non, prêtre, cette fois, je dis la vérité. Et veux-tu savoir pourquoi ?» Elle s'approcha d'Anna, ses yeux pâles brillant d'une malice terrible. « Parce que tu n'es pas la première à essayer, Anna Muller. Ta grand-mère aussi a tenté de se tuer quand elle a découvert la vérité. Ta mère également, quand elle était enceinte de toi. Elles ont toutes échoué. » Anna sentit ses forces l'abandonner. « C'est impossible. Le pacte les protège, vois-tu. Tant qu'elles portent un enfant destiné à l'incarnation, elles ne peuvent pas mourir. Leur corps refuse d'obéir à leur volonté. » Pour le prouver, Anna essaya de nouveau de diriger le poignard vers sa poitrine, mais sa main se mit à trembler violemment, comme si ses muscles refusaient de lui obéir. « Tu vois ?» sourit Gretchen. « Tu es la prison de ta propre chair, Anna, et bientôt, tu seras la prison de quelque chose de bien plus terrible. » C'est alors qu'Anna sentit la première vraie contraction de l'accouchement. Son corps se cambra et un cri déchirant s'échappa de sa gorge. Mais ce cri était double, le sien, et celui de quelque chose d'autre qui hurlait sa joie de naître enfin. « Elle vient !» psalmodièrent les enfants marqués à l'unisson. « Notre mère vient !» Johan se jeta à genoux à côté d'Anna et prit sa main libre dans les siennes. « Je suis là, dit-il. Quoi qu'il arrive, je suis là. » Anna le regarda à travers ses larmes. Dans ses yeux, elle vit l'amour, mais aussi la résignation. Il avait compris, lui aussi, qu'ils étaient prisonniers d'un destin scellé bien avant leur naissance. « Johan, dit-elle entre 2 contractions, promets-moi quelque chose, tout ce que tu veux. Quand ce sera fini, quand cette chose sera née, ne la laisse pas grandir dans cette vallée. Emmène-la loin d'ici. Peut-être que loin de ce lieu maudit, elle aura une chance de devenir humaine. » Johan hocha la tête, bien qu'ils sachent tous deux que c'était un vœu pieux. L'enfant qui allait naître ne serait jamais vraiment humain. Il porterait en lui l'essence de l'entité ancestrale, et tôt ou tard, cette essence se réveillerait. Une nouvelle contraction, plus violente encore, et Anna sentit quelque chose se déchirer en elle, quelque chose qui n'était pas seulement physique, mais spirituel. Les derniers liens qui l'attachaient à son humanité se brisaient un à un. « Maintenant !» cria Gretchen. « Elle naît maintenant !» Tous les enfants marqués se mirent à psalmodier dans leur langue inhumaine, et leurs voix s'élevèrent vers le ciel nocturne dans une cacophonie de syllabes impossibles. Klaus leva ses tentacules vers les étoiles, et de ses 3 yeux coulèrent des larmes de sang qui fumaient en touchant le sol. Anna poussa un dernier cri, un hurlement qui contenait toute sa douleur, sa peur et son désespoir. Et dans ce cri se mélangea autre chose, un rugissement de triomphe qui n'appartenait pas à ce monde. L'enfant naquit dans un flot de liquide noir et visqueux. Johan, malgré son dégoût et sa terreur, le recueillit dans ses bras. Ce qu'il tenait ressemblait à un bébé humain. Presque. La peau était d'un gris pâle, et il y avait trop de doigts aux mains minuscules. Mais le plus troublant étaient les yeux. Ils étaient ouverts dès la naissance, et ils brillaient d'une intelligence ancienne et malveillante. L'enfant ne pleurait pas. Il regardait autour de lui avec curiosité, comme s'il cataloguait ce nouveau monde qu'il venait de découvrir.
Et quand son regard croisa celui de Johan, ce dernier sentit sa santé mentale vaciller. Car dans ses yeux de nouveau-né, il vit des millénaires de haine, de faim et d'appétit pour la destruction. « Bonjour, papa », dit l'enfant d'une voix qui n'était pas celle d'un bébé, mais celle d'une entité très ancienne. « J'ai tellement attendu ce moment. » Johan faillit lâcher l'enfant, mais ses bras refusèrent de lui obéir. Comme Anna avec le poignard, il était maintenant prisonnier de sa propre chair. « Excellent », dit Gretchen en s'approchant. « L'incarnation est réussie. Notre mère a enfin un corps dans ce monde. » L'enfant tourna sa tête vers Anna, qui gisait épuisée sur le sol pavé. « Merci, petite mère, dit-il de sa voix impossible immature. Tu as bien servi ton rôle. Maintenant, repose-toi. Tu auras besoin de tes forces pour ce qui va suivre. »« Qu'est-ce qui va suivre ?» demanda Anna d'une voix faible. L'enfant sourit, révélant des dents qui semblaient déjà trop pointues pour un nouveau-né. « L'expansion, bien sûr. Cette vallée n'est que le commencement. Bientôt mes enfants se répandront dans toutes les montagnes, puis dans toutes les villes. L'humanité découvrira ce que signifie vraiment l'évolution. » Les enfants marqués s'agenouillèrent autour de Johan, qui tenait toujours le bébé. Ils tendaient leurs mains déformées vers lui dans un geste d'adoration, et leurs voix s'élevèrent dans un chant de louange qui glaça le sang d'Anna. « Nos frères et sœurs attendent ma bénédiction », expliqua l'enfant. « Ils ont été mes messagers pendant si longtemps, il est temps qu'ils deviennent mes généraux. » Il tendit une de ses petites mains vers Gretchen, et quand elle la toucha, la fillette se transforma instantanément. Sa peau se durcit, devenant écailleuse, et ses yeux pâles se muèrent en orbite rougeoyante. Ses membres s'allongèrent, et de son dos émergèrent des appendices qui ressemblaient à des ailes rudimentaires. « Magnifique !» murmura l'enfant. « Tu seras ma première lieutenante, ma chère Gretchen. » Un à un, il toucha les autres enfants marqués, et chacun subit la même transformation. Klaus devint une créature encore plus imposante, ses tentacules se multipliant et se renforçant. Les jumeaux binaires fusionnèrent complètement, devenant une entité bicéphale aux capacités surhumaines. Anna regardait cette mascarade d'horreur avec une fascination horrifiée. Ces enfants qu'elle avait connus, qu'elle avait pleins, se transformaient en monstres sous ses yeux. « Et maintenant ?» dit l'enfant en se tournant vers le père Bénédicte, qui était resté figé de terreur pendant toute la scène. « Occupons-nous du problème de votre foi mal placée. » Le prêtre essaya de réciter une prière, mais aucun son ne sortit de sa gorge. L'enfant le regardait avec amusement. « Votre Dieu n'a aucun pouvoir ici, prêtre. Cette vallée m'appartient depuis bien plus longtemps qu'il n'existe. Mais je ne vous tuerai pas. Oh non, vous allez vivre pour témoigner de ma gloire. Vous allez retourner dans votre église et prêcher la nouvelle vérité, celle de ma venue. » Le père Bénédicte tomba à genoux, son livre tombant de ses mains tremblantes. Anna vit ses cheveux achevés de blanchir et des rides profondes creuser son visage, comme si des années passaient en quelques secondes. « Parfait », dit l'enfant avec satisfaction. « Un témoin brisé est toujours plus crédible qu'un témoin mort. » Il se tourna enfin vers Anna et Johan. « Et vous, mes chers parents, vous allez m'aider à grandir, à apprendre les subtilités de ce monde humain que je vais bientôt transformer. »« Jamais, » murmura Anna. L'enfant rit, un son cristallin qui aurait pu être charmant venant d'un vrai bébé, mais qui, dans ce contexte, était absolument terrifiant. « Oh, ma chère mère, vous n'avez pas le choix. Le pacte vous lie à moi pour l'éternité. Vous m'aimerez. Vous me protégerez, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour assurer mon bien-être. C'est inscrit dans votre sang même. » Et Anna sentit avec horreur que c'était vrai. Malgré sa revulsion, malgré sa terreur, quelque chose en elle se tendait vers cet enfant monstrueux. L'instinct maternel perverti et détourné par le pacte ancestral la forçait à aimer cette créature. Vous pouvez désormais soutenir notre contenu grâce au super merci. L'enfant ferma les yeux et sembla se concentrer. Autour d'eux, la vallée commença à changer. Les maisons de pierre se transformèrent, leurs angles devenant plus aigus, leurs fenêtres prenant des formes géométriques impossibles. Le ciel lui-même prit une teinte verdâtre,
et les étoiles se réarrangèrent en constellations qui n'existaient pas dans le monde normal. « Voilà », dit l'enfant avec satisfaction. « Maintenant, cette vallée reflète vraiment sa nature. Elle n'est plus seulement un refuge pour les maudits, elle est devenue un avant-poste de mon royaume. » Il regarda vers les montagnes qui cernaient la vallée, et Anna vit ses yeux briller d'anticipation. « Bientôt, mes armées déferleront au-delà de ces pics. Elles apporteront ma bénédiction à tous les humains. Certains deviendront mes serviteurs, d'autres ma nourriture, mais tous découvriront ce que signifie vraiment appartenir à un ordre supérieur. » Anna ferma les yeux, incapable de supporter plus longtemps cette vision cauchemardesque. Mais même dans l'obscurité de ses paupières closes, elle entendait la voix de l'enfant qui continuait à décrire ses plans de conquête. Elle pensait aux familles innocentes qui vivaient dans les vallées voisines, aux enfants qui grandissaient sans savoir que leur monde était sur le point de basculer dans l'horreur. Elle pensait à toutes les mères qui, comme elle, porteraient un jour des monstres dans leur ventre, car elle comprenait maintenant que c'était seulement le commencement. L'enfant qu'elle avait mis au monde n'était que le premier d'une nouvelle race. Bientôt, d'autres vallées connaîtraient le même sort que le Lotchental. D'autres familles seraient corrompues par des mariages consanguins orchestrés par l'entité. D'autres enfants naîtraient pour servir la mère des déformés, et au centre de tout cela, Anna serait là, prisonnière de son amour maternel perverti, contrainte d'aider la créature qu'elle avait enfantée à détruire l'humanité. Quand elle rouvrit les yeux, Johan la regardait avec une expression de pitié et d'amour infini. Il comprenait, lui aussi, qu'ils étaient condamnés à être les parents de l'antéchrist de cette nouvelle ère. L'enfant babillait maintenant, des sons qui auraient pu passer pour des gazouillis normaux de nouveau-nés si on ne connaissait pas leur véritable nature. Mais Anna savait qu'il communiquait avec des entités situées au-delà du voile de la réalité, coordonnant l'invasion de ce monde par des forces qui n'auraient jamais dû y pénétrer. Le soleil se levait sur la vallée transformée, mais sa lumière était différente, plus froide, plus dure, comme filtrée à travers un prisme alien. Et dans cette lumière nouvelle, Anna vit son reflet dans une flaque d'eau. Elle sursauta. Ce n'était plus tout à fait son visage. Ses traits s'étaient légèrement déformés. Ses yeux avaient pris une teinte plus pâle et sa peau montrait des marques qui ressemblaient à des écailles naissantes. L'enfant rit en voyant sa réaction. « Oh oui, mère, le changement vous touche aussi. Vous ne pouvez pas donner naissance à la divinité sans en être transformée. Bientôt, vous ne serez plus humaine. Vous deviendrez quelque chose de plus adapté à votre nouveau rôle. » Anna comprit alors l'ultime cruauté du pacte ancestral. Non seulement elle avait donné naissance au mal incarné, mais elle allait elle-même se transformer en l'une de ces créatures. Elle perdrait progressivement son humanité, devenant une gardienne monstrueuse pour un enfant encore plus monstrueux. Et le pire, c'était qu'une partie d'elle commençait déjà à accepter cette transformation. Le pacte gravé dans son sang la poussait à voir cette mutation comme une bénédiction, comme une évolution nécessaire. « Résistez !» chuchota le père Bénédicte depuis l'endroit où il était effondré. « Tant qu'il vous reste un fragment d'humanité, résistez !» Mais Anna savait que la résistance était futile. Le processus était irréversible, inscrit dans la chair même de sa descendance maudite. Elle regarda une dernière fois vers les montagnes qui entouraient la vallée, vers ce monde humain qui ignorait encore ce qui l'attendait. Puis elle serra l'enfant contre sa poitrine, un geste maternel qu'elle ne pouvait plus contrôler, et accepta son destin. La vallée du Lotchental avait gardé ses secrets pendant des siècles. Maintenant, ces secrets allaient se répandre dans le monde entier. Et Anna Müller, dernière femme véritablement humaine de sa lignée, allait présider à la naissance d'une nouvelle ère de ténèbres. L'enfant dans ses bras souriait, ses yeux brillants d'une intelligence ancienne et terrible. Et dans ce sourire, Anna vit l'avenir de l'humanité, un avenir où les frontières entre les mondes s'effaceraient, où les anciens cauchemars deviendraient réalité et où les derniers bastions de l'humanité tomberaient un à un sous les assauts d'une progéniture maudite. La terrible histoire des femmes consanguines du Lotchental était terminée.
Mais l'histoire, bien plus terrible, de ce qui allait suivre ne faisait que commencer. Extrait du rapport du docteur Ernst Zimmermann, retrouvé dans ses papiers posthumes, datés du 15 mars 1866. Je suis retourné dans la vallée du Lötschental, 1 an après ma première visite, poussé par l'inquiétude et le devoir scientifique. Ce que j'ai découvert défie toute explication rationnelle. Le village a disparu. Pas détruit, pas abandonné, disparu. À la place se dresse maintenant une formation rocheuse qui, selon les cartes géologiques, devrait être là depuis des millénaires. Les autorités cantonales affirment qu'aucun village n'a jamais existé à cet endroit. Pourtant, j'ai mes notes, j'ai mes souvenirs. Et surtout, j'ai les témoignages troublants qui me parviennent des vallées voisines. Des enfants naissent avec des difformités jamais vues auparavant. Des familles entières développent une obsession pour les mariages consanguins, comme si cette idée leur était suggérée par une force extérieure. Et parfois, dans la brume matinale, des témoins affirment me voir des silhouettes étranges descendre des montagnes, des créatures qui marchent debout mais ne sont manifestement pas humaines. Je crains que ce que j'ai découvert dans cette vallée maudite ne soit que le début de quelque chose de bien plus vaste et terrifiant. Que Dieu nous aide tous. Le docteur Zimmermann fut retrouvé mort dans son bureau 3 jours après avoir rédigé ce rapport. La cause de sa mort n'a jamais pu être déterminée, bien que les témoins aient rapporté l'avoir entendu crier pendant des heures avant que le silence ne retombe. Les rapports sur les naissances anormales dans les Alpes suisses se sont multipliés au cours des décennies suivantes, avant d'être systématiquement étouffés par les autorités. Aujourd'hui encore, certains guides de montagne évitent de mentionner l'existence de vallées isolées, où, prétendent-ils, il vaut mieux ne pas s'aventurer, car certains secrets sont trop terribles pour être révélés, et certaines malédictions sont trop anciennes pour être brisées. Cette histoire est une œuvre de fiction créée exclusivement à des fins de divertissement. Tous les personnages, événements et éléments sont le fruit de l'imagination, et ne représentent pas des personnes, des croyances ou des idéologies réelles. Toute ressemblance avec la réalité est purement fortuite et non intentionnelle.